Eh bien, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être... On peut applaudir Michel. Donc, merci d'être venus si nombreuses et nombreuses pour continuer de fêter les 70 ans de la revue Positif. Vous avez déjà vu beaucoup de beaux films, de beaux premiers films. On va revenir un petit peu pendant cette conversation sur le choix, non pas des films, mais le choix du thème du premier film et de l'œuvre de découverte et de défricheur qu'est cette revue Positif. Et donc, on ne pouvait évidemment pas, pour fêter Positif, faire l'économie de la présence de Michel et Michel Simon. Michel fêtait les 70 ans de Positif, donc on ne pouvait pas le faire, cette rencontre, éviter cette rencontre avec vous et à votre parcours, votre œuvre, votre ministère même pour cette revue de cinéma fondée en 1952 par Bernard Charder. Et dont vous êtes, alors c'est toujours essentiel de le préciser, directeur de la publication, on en reparlera peut-être, et non rédacteur en chef, comme on fait un petit peu. Il faut que je parle plus fort, non? Parfois, et, euh, et donc, en octobre 2022, j'ai compté, il s'agira du numéro 740 de la revue. Votre premier texte, on en reparlera un petit peu tout à l'heure, sur le procès, si je ne m'abuse, d'Orson Welles, est publié en juin 63 dans le numéro 53. Donc en octobre, vous aurez donc participé à 687 numéros de Positif. 60 ans. Oui. Pour moi, c'est 60 ans. 60 ans, très exactement. Oui, oui. 60 ans dans Enfin, quelques... 60, oui, à peu près 60, 59. Enfin, disons 60 ans. Oui, bon, disons, 687 numéros, j'ai trouvé ça très beau. Enfin, c'est des statistiques toujours intéressantes. Et après, on va... Donc, est-il utile, donc, pour vous présenter, de rappeler que vous êtes l'auteur de livres d'entretien avec des cinéastes qui font partie des livres essentiels de la cinéphilie, de toute bibliothèque du bon cinéphile, et de la critique en action, Kubrick, Kazan, Losey, Campion, les Dardennes, ou plus récemment Konchalovsky. Vous avez longtemps produit pour France Culture l'émission Regrettée, enfin, que je regrette personnellement, Projection privée, et que vous êtes une des voix évidemment mythiques du Masque et la Plume, entre autres choses. Votre œuvre critique s'exprime inlassablement à travers l'écriture, l'entretien, la controverse, l'enseignement, les jurys de festival par exemple, autant d'endroits où la parole peut s'échanger, se confronter, transmettre quelque chose, d'une indignation, le plus souvent d'une admiration devant les œuvres. C'est ce que nous avons pu retrouver à travers vos deux livres éloquents, au titre éloquent que j'ai ici, Le cinéma en partage. Alors j'espère qu'ils sont encore disponibles, je pense, dans toutes les bonnes librairies, avec également ici un documentaire qui porte le même titre, Le cinéma en partage, livre d'entretien, réalisé par BIN, qui est quelque part dans la salle également. Et cet autre livre, je voulais le présenter en préambule, Une vie de cinéma, enfin une lecture passionnante, donc paru en 2019 chez Gallimard. Donc une vie de cinéma en partage, si j'ose dire, et j'aimerais qu'on en parcourt ensemble quelques étapes à travers le prisme plus précis de Positif. Première question toute simple, vous vous souvenez-vous de la première fois que vous avez eu cette revue entre les mains? Et pourquoi a-t-elle retenu votre attention? C'était dans les années 50. J'avais 16 ans, 17 Le ans. micro un tout petit peu plus proche Dans comme ça. les années 50, quand j'avais 16-17 ans, milieu des années 50, où j'étais très cinéphile, je fréquentais une librairie qui était la librairie du Minotaure, rue des Beaux-Arts, qui est devenue depuis une galerie, mais qui était une librairie formidable où se retrouvaient énormément de cinéphiles. Il y avait Jean-Claude Romer, des gens comme ça, qui allaient créer plus tard Midi Minuit Fantastique. Et puis il y avait des gens des cahiers, vraiment de toutes les tendances et de positifs. Il y avait Ado Kirou, etc. Et on fréquentait cette librairie. Il y avait Cornaille qui était le patron, il y avait son assistant, très cinéphile aussi. On trouvait toutes les revues. En particulier, on ne trouvait pas en kiosque Positif à l'époque, mais on la trouvait dans cette librairie. Il y avait beaucoup plus de librairies qu'aujourd'hui. Il y avait une dizaine de librairies de cinéma à Paris, mais celle-ci était probablement la plus connue, très proche du surréalisme. Et donc j'y allais quasiment une fois par semaine pour acheter Sight and Sound, une revue anglaise très, très connue, ou acheter Positif, ou acheter les cahiers. Et donc c'est comme ça que j'ai connu cette revue, que j'ai connu des gens qui y étaient. Mais j'étais vraiment purement un lecteur. Mais ensuite, comme j'étais très, très attiré par le surréalisme, pour moi, c'était pas Sartre la référence,
C'était même pas Camus, c'était plutôt Breton et le mouvement surréaliste, qui était complètement en veilleuse, qui n'avait pas du tout le surréalisme allait revenir en surface en mai 68, parce que la révolte de mai 68 était pour certains très inspirée par le surréalisme. Elle était très méfiante à l'égard du stalinisme, elle était très méfiante à l'égard de beaucoup de théories. Et moi, j'étais très attiré par le surréalisme parce que c'était d'abord un mouvement international qui était ouvert sur la Tchécoslovaquie, sur le Brésil, sur la Belgique, sur d'autres pays, sur la Yougoslavie. Aussi parce que c'était un mouvement qui regroupait l'ensemble des arts. J'ai toujours eu beaucoup d'intérêt pour la littérature, la poésie, la peinture. Je pense que c'est inséparable du cinéma. Et puis j'aimais aussi, bien sûr, la parole de Breton, même si c'était presque clandestin. Il y avait des revues surréalistes qui étaient lues par 500 personnes ou 1000 personnes. Donc le Minotaure était aussi une revue très proche du surréalisme. Donc, et ensuite, il y a eu la librairie de Losfeld, l'éditeur de Positif, où j'allais plus régulièrement au début des années 60. Losfeld publiait Positif. C'était l'époque de Robert Benayoun, de Ado Kirou, de Gérard Legrand, qui étaient eux-mêmes membres du groupe surréaliste. Mais il n'y avait pas que ça à Positif. Il y avait aussi des gens que j'estimais beaucoup, comme Roger Tailleur, par exemple, qui n'était pas du tout dans cette obédience, qui n'était pas contre non plus, mais qui ne relevait pas du surréalisme. Et donc là, on rencontrait beaucoup de gens, il y avait des discussions, Losfeld était là, etc. Et un jour, j'ai proposé un article, j'avais 25 ans. J'avais déjà écrit sur le cinéma quand j'étais une année aux États-Unis, à Amherst, un très bon collège, qui publiait, extraordinaire collège, qui avait beaucoup de moyens. J'avais une bourse Fulbright, et il y avait une revue qui paraissait tous les 3 mois. Et j'avais écrit des textes pour cette revue. C'est vos premiers textes, Mes premiers tout textes premiers en textes. anglais, j'écrivais en anglais. Il y avait aussi un ciné-club que j'avais créé, alors que les universités américaines, à part Los Angeles, ne s'intéressaient absolument pas au cinéma. Donc j'avais créé un ciné-club où j'étais très attaqué parce que je montrais Eisenstein, on me traitait de communiste, parce que je montrais des films anciens, La règle du jeu, des choses comme ça. Oui, c'était en du 16 mm, vous les faisiez venir C'était, hein je ne me rappelle plus, je pense pas. Enfin oui, c'était probablement des circuits d'arrêt d'essai. Enfin, j'ai créé ce ciné-club, donc c'est là que j'ai écrit mes premiers textes. Ensuite, quand je suis rentré à Paris, j'ai terminé mes études d'anglais, j'ai terminé ma licence et je fréquentais les ciné-clubs, le ciné-club du Quartier Latin, le ciné-club de la Sorbonne, etc. Et en particulier, il y avait une revue René Hauté, où il y avait Claude Belly, qui était un peu le doyen, et puis il y avait aussi Bernard Cohn, enfin plusieurs personnes qui écrivaient des textes. Donc j'ai commencé à écrire sur Minelli, sur Rosy, enfin sur d'autres cinéastes. Et puis un jour, Bernard Cohn, que j'ai rencontré à la bibliothèque, m'a dit qu'il venait juste d'arriver à Positif. Il m'a dit, mais pourquoi tu ne participerais pas, on cherche des jeunes collaborateurs, tu pourrais envoyer un texte. Et donc, j'étais déjà assez batailleur, j'étais assez scandalisé que le film d'Orson Welles, Le Procès, était très détesté par une partie de la critique, très mal accueilli parce que c'était soi-disant infidèle à Kafka. Comme j'étais grand lecteur de Kafka et que j'étais grand amateur d'Orson Welles, j'ai donc fait une très longue article sur Le Procès que j'ai envoyé à Positif. Et je pensais, en découvrant un numéro, je crois le numéro 50, il y avait une table ronde qui durait 15 pages sur le procès. Je me suis dit, j'ai aucune chance de proposer un texte quand ils ont déjà, à 7 ou 8, discuté de ce film et défendu ce film. Pas du tout. Benayoun m'a rappelé en me disant, à l'époque, Benayoun, ça se passait chez lui parce qu'on n'avait pas de bureau, donc les réunions se passaient. À un moment, ça s'est passé chez moi plus tard, mais là, c'était à l'époque chez Benayoun, rue de la Pompe, entouré dans son appartement de tableaux magnifiques, de Troyens, de surréalistes, de Max Ernst. Et donc, j'ai assisté à les premières réunions, et le texte a été accepté, a été publié dans le numéro 53, donc la suite du 50, 51, 52, qui était un gros numéro. Voilà, et c'est comme ça que j'ai collaboré à Positif, avant d'entrer
c'est toujours un peu une sorte de stage avant d'entrer au comité de rédaction. En 66, j'ai pu commencer à collaborer au comité de rédaction, c'est-à-dire venir aux réunions. J'étais venu une fois pour me faire connaître, ensuite pour venir aux réunions régulièrement. Et Emmanuel Carrère, qui est plus tard entré au comité de rédaction, disait que c'était très impressionnant parce qu'à l'époque, la revue était tout de même beaucoup moins surchargée de texte. Elle n'avait pas 112 pages. Et donc, on avait le temps de lire ces articles. On était même obligé de lire ces articles. Et sous les ricanements, parfois, des membres du Ah oui, comité. à haute voix devant Voilà, tout le donc monde. il fallait lire des textes qu'on avait écrits avec des sourires en coin de certains qui relevaient les erreurs, etc. Et Carrère disait, pourtant il est devenu un très très grand écrivain, et il écrivait déjà merveilleusement bien à 19 ans. Il avait envoyé lui aussi un texte, c'était 15 années plus tard. Il a envoyé un très beau texte que j'avais rencontré Carrère au Café du Trocadéro. Et je lui ai dit, bah, écrivez un texte et puis envoyez-le. Il est, comme tous les collaborateurs de Positif, il a commencé par envoyer des textes. Ce texte a été publié et ensuite il est devenu collaborateur. Mais c'était vraiment une épreuve. Mais ces dernières années, ces 30 dernières années, la revue a pris plus d'importance au point de vue quantitatif. Et donc ça devenait, il y avait trop de choses à régler dans les 3 heures de réunion tous les dimanches après-midi pour écouter les textes. Quand les gens avaient fait leurs preuves, on avait confiance en eux. On lisait seulement les textes des nouveaux, ceux qui arrivaient, mais on se disait on ne va pas Examen de demander à passage. Benayoun de lire son texte, bien qu'ils étaient merveilleux. Et ça permettait de faire des corrections. Enfin, c'était un travail Oui, collectif oui, c'était formidable où on parce échangeait. Oui. qu'il y avait beaucoup de corrections qui étaient apportées dans ces lectures. Donc peut-être qu'il y avait moins d'erreurs qu'aujourd'hui, mais je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'erreurs. Quel était justement on a parlé du surréalisme, donc on ne peut pas considérer que ce soit une revue entièrement surréaliste, mais tout de même, quelle était la ligne éditoriale dans les années 50-60 de Positif et qui La fait ligne son ton? éditoriale, il faut dire que c'était d'abord une revue de gauche, très, très marquée à gauche, luttant contre la guerre d'Algérie, contre la censure. Truffaut disait la censure n'existe que pour les lâches, sauf quand Rivette a été censuré, où à ce moment-là, il n'était plus un lâche. Mais les Cahiers du cinéma étaient une revue très à droite, avec des affinités avec les jeunes Turcs, les hussards que Bernard Franck avait définis, enfin, Jacques Laurent, Roger Nimier, Antoine Blondin, etc. Donc ils n'étaient pas du tout engagés. Même Godard était très ami avec Parvulescu, qui était un philosophe fasciste, qui disait bravo, la nouvelle vague, c'est le grand mouvement fasciste en France, ce qui était un peu exagéré, il faut dire ce qui est. C'est un peu, pas totalement faux, mais un Ça peu. dépend, ça dépend. Donc c'était vraiment la querelle des revues qui a amené, à mon avis, des erreurs de jugement de la part des deux. C'est-à-dire les Cahiers, par exemple, avaient un rejet de Buñuel. Jean Douchet, qui avait vu L'Ange exterminateur à Cannes, disait rien ne me convaincra que Buñuel est un cinéaste. Et à Pour des raisons Positif, c'était la même idéologiques. chose pour Hitchcock. Oui. Voilà. Trop Donc grenouille de c'était des bénitier. erreurs parce que Hitchcock, Rossellini, Dreyer, c'était le christianisme en Mm. action. C'est-à-dire dans Voyage en Italie, alors que les gens en France luttaient pour l'avortement, on voit Ingrid Bergman qui voit les femmes avec un ventre rond et elle comprend que donner naissance, ça va ressouder son mariage. C'est-à-dire la maternité était portée en exergue. Et puis Rossellini avait été fasciste pendant le régime de Mussolini, il avait fait des films de propagande fasciste. Tout ça a amené des jugements, à mon avis, erronés de la part de Positif sur Hitchcock, sur Rossellini, sur Dreyer, que moi j'admirais, pas Rossellini pour ses films fascistes, mais j'admirais Paisa, par exemple, et même Voyage en Italie. Et puis j'admirais Hors Tête et j'admirais les films d'Hitchcock. Mais de la part des Cahiers, il y avait le même refus de films engagés, de films politiques, etc. Donc il faut le resituer dans ce contexte extrêmement clivant des années 50 en France. Ça n'aurait pas de sens aujourd'hui. D'abord, où est la gauche aujourd'hui? C'est très compliqué à définir. Et, oui, enfin, je ne vais pas m'embarquer dans cette où est la gauche, je ne sais pas, un petit peu quelque part on peut la Non, je trouver. pense que Oui, la gauche existe, mais oui, elle recouvre des choses tellement différentes oui. que certains sont pro-Poutine, d'autres sont anti-Poutine. C'est très difficile de définir ce que c'est que la gauche aujourd'hui. Euh,
Vous disiez justement tout à l'heure, parlant du surréalisme, qu'il y avait que vous admiriez justement cette vocation internationale, enfin cette ouverture internationale du surréalisme. C'est aussi l'une des marques de fabrique dès le début de la revue Positif, avec beaucoup de collaborateurs aussi, de correspondants en tout cas étrangers. Et cette ouverture au cinéma international, c'est quelque chose qu'on ne trouvait pas forcément ni au Cahiers ni ailleurs. Hein, Oui, hein. alors il y avait des gens qu'on partageait avec les cahiers. C'était un Iranien qui s'appelait Feridun Oveda, qui était le représentant de l'Iran à l'UNESCO, qui écrivait dans les deux revues. Chez nous, il signait Oda, au cahier c'était Oveda. Et puis il y avait aussi Farrokh Ghafari, qui était le fondateur de la Cinémathèque de Téhéran, qui vivait en exil à Paris et qui avait écrit les premiers textes, par exemple le premier long texte sur Kurosawa, qui n'était pas tellement admiré des cahiers, c'était dans Positif de Farrokh Ghafari. Mais il y avait aussi Petr Král, grand poète surréaliste, membre du groupe surréaliste tchèque, qui était venu en exil à partir de 68, à la suite de l'invasion soviétique. Qui a Et écrit un très beau qui, livre sur le burlesque, consacré au cinéma burlesque. oui, qui a Petre. écrit Ouais. des livres fondamentaux, Mm, d'ailleurs célébrés par Kundera lui-même, mm. sur le cinéma burlesque, deux grands livres que j'avais publiés dans ma collection chez Stock. Petr Král, donc, qui est mort il y a un an, qui était retourné vivre en Tchécoslovaquie, mais qui a longtemps vécu à Paris. Il y avait Goffredo Fofi, qui était un militant de la gauche radicale italienne. Plus tard, il y a eu Lorenzo Codelli, qui a fait énormément de travail sur la comédie italienne, qui était un peu méprisée en Italie et un peu en France aussi, faisant des grands entretiens. Il y avait Jan Aged en Suède, il y avait en Angleterre des correspondants, aux États-Unis, etc. Donc c'était un peu, c'était pas des surréalistes tous. Il y avait Paranagua, par exemple, très bon critique brésilien qui était venu en exil en France et qui était très connaisseur de la culture cinématographique brésilienne et latino-américaine. Donc, tout cela ressemblait effectivement à ce qui se passait dans le groupe surréaliste en matière de peinture et de littérature. Et ça correspond aux années 60, on va dire, aux nouvelles vagues, aux nouveaux mouvements, en tout cas à travers l'Europe et même le monde. Et ça, c'est quelque chose qui enfin, construit votre première cinéphilie. Hein. Oui, par exemple, c'est sûr que dans les années 50 et début des années 60, on a prêté une attention, peut-être parce qu'on était de gauche et qu'on avait encore quelques illusions sur les pays socialistes, communistes. On pensait que la naissance de dissidents et de nouvelles cinématographies en Pologne, en Hongrie, en Tchécoslovaquie, en Roumanie et en Russie, en URSS, pardon, que ça signalait un dégel et que ces pays allaient passer, devenir des démocraties plus souples, etc. Ça donnait confiance dans ce qu'on appelait le communisme, même si très peu d'entre nous étaient communistes, étaient plutôt de gauche du Parti socialiste ou anarchistes, ou voilà, libertaires. Mais néanmoins, plusieurs d'entre nous, qui étaient membres il y en avait trois qui étaient membres du Parti communiste, qui étaient plutôt des dissidents à l'intérieur du Parti communiste, qui étaient en opposition contre la direction, voyaient dans ce cinéma de l'Est Vajda, Yangsho, Makaveyev, Pintillier et beaucoup d'autres, de très très grands cinéastes, évidemment. Plus tard, Skolimowski et Polanski en Pologne. Munch, Kavalerowicz, enfin bref, je ne veux pas faire une liste, il y en a de très grands cinéastes, un peu oubliés pour certains. En Russie, évidemment, Konchalovsky, en Géorgie, Yosseliani, Panfilov, Mikhalkov, etc. Donc il y avait un bouillonnement assez exceptionnel, malheureusement, qui a été étouffé assez vite, progressivement, et qui ensuite, après la fin du communisme, a beaucoup souffert parce qu'avant, il faut reconnaître que le communisme, dans les pays satellites, avait donné beaucoup d'argent pour le cinéma. La France n'a jamais aidé un cinéma algérien pendant l'Algérie française. La France n'a jamais aidé un cinéma sénégalais. La France n'a jamais aidé un cinéma tchadien, alors que les Russes finançaient les cinémas kirghizes, les cinémas ouzbeks, les cinémas... Ça, il faut le reconnaître. Et formé même, il y a une très grande école de cinéma, et formé d'autres cinéastes, Voilà, ils même venus formaient de des gens ouais, du pays pour faire des films sur leur pays.
il faut le reconnaître, même si ma sympathie ne va surtout pas à ce type de régime. Ils avaient une mentalité coloniale aussi, bien sûr, comme les Français, mais ils ont mieux traité cinématographiquement leurs pays satellites d'Asie centrale en particulier, et même la Géorgie et d'autres pays comme l'Arménie. Ils l'ont mieux traité que nous avons traité nous-mêmes nos satellites. Alors pour identifier cette ligne éditoriale, si on peut l'appeler ainsi, toujours dans la vogue du surréalisme, en tout cas, la revue Positif est une revue qui s'intéresse aussi et dont les collaborateurs souvent s'intéressent aux autres arts et ne sont pas fixés simplement sur le cinéma en tant que tel, de la peinture à la littérature. Vous en êtes l'exemple frappant. Et l'une des autres particularité, c'est de s'être intéressé très tôt aussi à ce qu'on appelle les collaborateurs de création, à savoir le directeur de la photo, l'acteur, enfin, que sais-je, le décorateur. Et ça, c'est quelque chose qui perdure aujourd'hui. Oui, je crois que c'est une des choses qui nous séparait des cahiers sur l'appréhension. Bon, je ne veux pas du tout faire de polémique, et les cahiers et Positif sont les deux grandes revues de cinéphilie qui continuent aujourd'hui à travailler à la fois sur le passé du cinéma, sur le futur du cinéma et sur le présent du cinéma. Ce ne sont pas des revues passives, ce sont des revues qui ont des choix qu'on peut discuter, mais qui sont très marqués. Mais c'est vrai que ce qui nous séparait des cahiers, c'est que la nouvelle vague a créé un peu la mythologie du cinéaste tout-puissant, totalement responsable, qui fait tout, etc. Et Positif a toujours beaucoup accordé d'importance aux musiciens, aux monteurs, aux chefs opérateurs, aux décorateurs, aux scénaristes, à tous ces gens qui font le film, qui, bien sûr, dans l'hypothèse idéale, le vrai maître d'œuvre, c'est le cinéaste. Personne ne discute cela. Mais un cinéaste sans scénario, sans chef opérateur, etc., ne peut pas faire grand-chose. Donc, il y a des cinéastes, d'ailleurs, pas Godard, qui était un technicien, qui connaissait très bien la photo, les objectifs, etc. Mais Truffaut, par exemple, ne s'intéressait pas du tout. Enfin, n'était pas du tout. Il disait à son chef opérateur ce qu'il voulait, mais il ne regardait pas dans l'œil de la caméra comme Kubrick ou comme d'autres cinéastes. Donc je pense que l'intérêt pour les collaborateurs de création, d'abord, et puis pas seulement, même des gens comme les producteurs, par exemple, c'est très intéressant de faire des entretiens parce que justement, le cinéma est un art très complexe dont la genèse de chaque film est très compliquée. Et on apprend beaucoup de choses en parlant avec les gens et avec les comédiens aussi, qui, si on leur pose des questions qui ne soient pas uniquement sur leur vie sentimentale ou sur leur goût culinaire, les comédiens, pas tous, mais certes souvent, ont des choses très passionnantes à raconter. Enfin, tout ça a beaucoup changé depuis 30 ans. On va se multiplier les études sur les comédiens. On en publie dans Positif régulièrement. On appelle ça d'un mot un peu aride qui s'appelle les études actorales. Mais je pense qu'on a été un peu des pionniers dans ce domaine. Oui. Mais ce que je voudrais dire aussi, peut-être vous vouliez me poser la question, c'est que vous m'avez présenté comme quoi Moi, comme beaucoup de choses. Non, au début, vous avez dit je suis. Alors, beaucoup de choses. Oui, oui. Directeur de publication, Voilà, c'était là-dessus, directeur de la oui, non pas publication. rédacteur en chef. Ouais. C'est important la distinction parce que il n'y a pas de rédacteur en chef. Alors c'est pas pour dire, vous savez la formule bien connue, tous les hommes sont égaux, mais certains sont plus égaux que d'autres. Alors c'est vrai qu'il y a toujours eu à Positif des locomotives, des gens qui ont été plus actifs. Et d'ailleurs, ça n'a jamais été une seule personne, ça a toujours été un noyau de 7 ou 8 personnes qui sont beaucoup plus présents, plus actifs, avec plus d'idées. Les autres collaborent, envoient des textes, mais sont souvent trop débordés par d'autres activités. D'autant plus que tout le monde est bénévole. Depuis 70 ans, personne n'a touché un sou pour un de ces Il ne articles. faut pas qu'ils les réclament au bout de 70 ans. Voilà. Non, ils ne peuvent pas réclamer parce que s'ils réclamaient, la revue déjà qui a du mal à survivre, la revue se serait morte depuis très longtemps. C'est la condition sine qua non pour continuer à publier. Pour avoir un ordre d'idée, justement, aujourd'hui, le tirage de Positif et le nombre d'abonnés. Comment ? Le tirage en nombre d'exemplaires de Positif aujourd'hui, c'est à peu près... À peu près 7-8 000. Oui. Voilà, mais c'est une revue luxueuse, chère à imprimer, sur papier, en couleur.
avec 200 photos. Les gens disent 7,80 €. D'ailleurs, ça va passer à 9 euros. C'est un scoop, c'est ça? Les abonnements ne changeront pas jusqu'à la fin de l'année. Mais je ne comprends pas que les gens trouvent ça cher quand on pense qu'il y a autant de signes que dans un folio. Et il y a en plus 200 photos chaque mois, plus qu'aucun livre de poche. Les livres de poche n'ont pas d'illustration. Donc c'est moins cher qu'un livre de poche. Ou en tout cas, c'est à peu près le même prix qu'un livre de poche. Et il y a plus à lire que dans certains livres de poche. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle... Donc il n'y a pas de rédacteur en chef, il y a un comité de rédaction. À l'intérieur du comité de rédaction, comme je disais, des membres plus actifs que d'autres. À une époque, quand j'étais au début, c'était des gens comme Benayoun qui étaient particulièrement actifs, ou Paul-Louis Tirard, ou Roger Tailleur, ou Louis Seguin. Et puis il y avait des gens qui venaient moins régulièrement, etc. Et puis d'autre part, c'est tous des bénévoles. Mais vous, donc, vous n'êtes pas rédacteur en chef et pas de rédacteur en chef, mais évidemment, vous avez une cheville plus qu'ouvrière depuis 60 ans et vous incarnez la revue, en tout cas de manière médiatique également. Mais euh, J'incarne pas vraiment la revue, mais c'est vrai que avec d'autres, bien sûr. j'écris beaucoup de livres. Oui. Et puis Le Masque et la Plume, et la plupart des gens me connaissent par Le Masque et la Plume. S'il y a 1 300 000 auditeurs, j'aimerais que Positif ait 1 300 000 lecteurs. En Mais bibliothèque, on se passe la revue, peut-être. on a Ouais. peut-être 20 000 lecteurs ou 30 000 Ouais. lecteurs, parce qu'un numéro n'est pas lu par une seule personne. En bibliothèque, beaucoup de gens la lisent. Donc on doit avoir 20 ou 30 000 lecteurs. Et surtout, c'est une revue qui est très connue à l'étranger, où il y a moins de jalousie et on parle de Positif beaucoup plus à l'étranger. Moi, quand je vais dans les festivals, je suis abordé par un Bulgare, par un Argentin, par un Irlandais qui me parle des numéros de Positif, alors qu'en France, il y a peut-être une certaine jalousie de certains confrères qui les empêche de parler de la revue. En tout cas, avec le recul, qu'est-ce que vous pensez avoir apporté à la revue? Alors c'est un exercice de non-modestie peut-être, mais à partir des années 60, 70, qu'est-ce que vous... Moi-même, Oui, oui, vous-même. Qu'est-ce que vous pensez avoir porté comme sensibilité ou comme manière peut-être nouvelle de travailler? bah écoutez, je pense ce dont je suis le plus heureux, c'est mon souci de renouveler la revue et de faire entrer des talents nouveaux. Un peu comme on dit, les premiers films qui sont en couverture, les premiers rédacteurs, c'est-à-dire les gens qui envoient un texte et qui sont élus, acceptés, parce qu'ils apportent un autre regard. Par exemple, pour en revenir aux cahiers, les cahiers, c'est plutôt un clou chasse l'autre, c'est-à-dire ils ont eu des générations avec un renouvellement total de la rédaction, c'est-à-dire qu'ils ont été chrétiens dans les années 50, ensuite maoïstes dans les années 70, après avoir été proches de certains de l'extrême droite. Ensuite, ils ont été maoïstes, etc. Ensuite, ils ont été sémiologues. C'est pas mal. Et ce ne sont pas les mêmes. Oui, oui, ça. C'est ce que Truffaut disait à Toubiana. Il disait, mais changez le titre, parce que nous, on n'a jamais été maoïstes, on ne voulait pas une revue marxiste-léniniste. Donc, trouver un autre titre. À Positif, c'est le contraire. Je ne dis pas ça contre... Il y a des gens de talent au cahier à toutes les générations, à toutes les vagues, qu'elles soient nouvelles ou pas nouvelles. Il y a eu des gens très différents qui avaient du talent. Mais à Positif, c'est le contraire. C'est-à-dire que ce n'est pas un clou chasse l'autre, c'est une vague se superpose à une autre. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui à Positif des gens comme moi ou Hubert Niogret qui sont arrivés dans les années 60. Moi, au milieu des années 60, Hubert Niogret à la fin. Ensuite, il y a des gens qui sont arrivés dans les années 70. Ensuite, des gens qui sont arrivés dans les années 80, comme Anne Tébin, qui signe Yann Tobin, qui est ici ce soir, ou François Thomas, qui est ici aussi, et Emmanuel Carrère. Voilà, des gens il y en a d'autres que je pourrais citer, plusieurs qui... Puis ensuite, il y a eu une génération qui est arrivée dans les années 90, et il y a encore aujourd'hui des gens nouveaux, avec plus de rédactrices qu'avant. Il y a eu très longtemps, il y a eu essentiellement Françoise Audet, qui était une très grande militante féministe et qui s'est intéressée beaucoup. Elle a écrit un des premiers livres sur les cinéastes femmes, et qui était l'épouse de Jean-Pierre Jancola, qui était également un pilier de la revue. Et tous les deux très engagés à gauche. Et elle a écrit un livre donc, sur les cinéastes féminines. Et
elle écrivait aussi sur les hommes, bien sûr, et elle admirait beaucoup de metteurs en scène masculins, mais elle a aussi beaucoup défendu, je ne parle pas seulement d'Agnès Varda, mais elle a beaucoup défendu des cinéastes femmes. Alors peut-être la particularité, vous disiez, un clou chasse l'autre pour les cahiers du cinéma, parce que c'était aussi une revue qui, en tout cas pour pas mal de générations, il se destinait d'abord à réaliser des films, à être des générations de cinéastes en attente, on va dire. Alors que c'est pas du tout l'ambition, ou à la marge en tout cas, des rédacteurs de Positif, qui sont plutôt en devenir d'être des écrivains, par Voilà, exemple. Voilà. c'est-à-dire Positif a donné naissance à beaucoup d'écrivains. J'ai cité Pet Kral, qui était un très grand poète, j'ai cité Emmanuel Carrère, j'ai cité aujourd'hui, par exemple, Adrien Gombaud, qui lui aussi fait partie d'une des plus récentes, enfin ça fait une vingtaine d'années, qui écrit de très beaux livres aussi. Des livres, d'autres qui ont écrit des livres alors plus spécifiquement sur le cinéma. On connaît les travaux de François Thomas sur Orson Welles et Alain Resnais, mais aussi des romanciers, Frédéric Vitou, qui est même allé à l'Académie française. Vous voyez que Positif mène à tout. Frédéric Vitou, qui était à l'Académie française. D'ailleurs, les cahiers ont François Weyer-Gans, qui est mort. Oui. Donc chaque revue a eu son académicien. Euh, des romanciers, enfin, ça me manque, pour vous citer tous les. Il y a beaucoup d'écrivains qui ont travaillé à Positif. Benayoun lui-même était un poète, Gérard Legrand était un poète. Donc tous ces gens-là ont nourri la littérature. Et ça, c'est votre attention personnelle à ce que doit être, en tout cas ce que peut être la critique de cinéma, c'est-à-dire l'attention au style aussi. Un critique, une critique, c'est aussi un acte de création, et le style est très important pour vous. Oui, Oui. c'est-à-dire, on attache beaucoup d'importance à la qualité littéraire. C'est pour ça qu'on a été très très réticent sur l'invasion du jargon dans les années 70, du jargon structuraliste, du jargon linguistique qui rendait les revues pratiquement illisibles, comme le dogmatisme politique aussi, l'assentiment à des régimes criminels. On a beau avoir été traité justement de traîtres, je pense que ce n'était pas nous les traîtres. Autre dimension que vous explorez aussi dans ce très beau livre que je montre à nouveau, Une vie de cinéma, où vous avez plusieurs registres de paroles ou de manières de faire de la critique, le reportage, l'entretien bien sûr, mais je voulais m'arrêter un petit instant sur votre art de polémiste, et sur la controverse que vous aimez employer, qui chez vous semble être d'abord un discours de la méthode, parce que c'est vraiment l'expression là, de l'esprit critique en tant que tel, autant qu'une éthique politique, si j'utilise des grands mots, à savoir, on va dire, la social-démocratie née du débat parlementaire. C'est aussi la promotion de la controverse. Donc cet art semble perdu aujourd'hui, mais vous continuez, notamment à travers certains de vos éditos, et j'ai relu l'édito du numéro de septembre, où vous vous indignez de la mise sous les noire de la critique dans les médias ou la tiédeur de certaines revues de presse suite à notamment la suppression de l'antenne d'une heure en série de Xavier Le Herper, pour le citer, ou de la grande table sur France Culture, où dit-on en haut lieu que les auditeurs n'aiment pas voir stigmatiser les films qu'ils aiment. Voilà. Donc ça, vous avez toujours non pas cette férocité, mais cette envie de croiser le Oui, fer. écoutez, ça a toujours été, depuis le XVIIIe siècle, l'activité des critiques. C'était la polémique, la controverse. Quand on dit un critique n'a pas le droit de critiquer ses confrères, je trouve ça hallucinant. Surtout que ceux qui disent ça, c'est en particulier des grands admirateurs de Truffaut ou de Godard qui étaient cinglants comme critiques, qui dénonçaient Positif, comme Positif dénonçait certains de leurs articles, qui dénonçaient le critique du Figaro, qui dénonçait telle ou telle critique. Je trouve ça hallucinant de refuser le débat sous prétexte qu'on ne peut pas polémiquer avec des gens qui font le même métier que vous. Ça me paraît hallucinant. Je veux dire, donc, il semblerait que. Mais je pense que c'est un phénomène assez étrange, parce qu'on a le droit de démolir n'importe quel cinéaste, mais par contre, on n'a pas le droit de s'indigner. Enfin, Truffaut écrivait des articles terribles sur les critiques d'hebdomadaires ou de quotidiens. Bon, il a changé complètement quand il est devenu metteur en scène, mais quand il était critique, c'était très violent.
Et Benayoun, lui aussi, apportait ça. Mais c'était le cas au XIXe siècle. Il y avait sans arrêt des polémiques entre les gens de lettres. Donc je ne comprends pas du tout cet argument. Si, par exemple, le film d'Oslund, aujourd'hui, fait une telle polémique, Son filtre, oui. avec des assassinats, vraiment, on met 0, 0, 0, 0. C'est-à-dire, le type n'a aucun talent, c'est un scatologique sans aucun talent, etc. Je trouve ça un peu stupéfiant, et on peut lancer une volée de bois vert et dire qu'on n'est pas d'accord, que le public a fait une ovation debout au film à Cannes, que le jury lui a donné une palme d'or et que des journalistes l'ont défendu, surtout les étrangers. Mais à ce point de violence, quasiment pour assassiner littéralement un film, dont au moins, moi j'ai parlé avec plusieurs metteurs en scène français qui ont vu le film et qui sont tout de même épatés par le regard de Oslund, par son sens du cadre, par son sens de l'image, par son originalité. On peut ne pas être d'accord, mais quand on voit des films qui sont loués, qui sont d'une médiocrité totale, et que le seul film qui est assassiné dans la presse, c'est la Palme d'Or d'Oslund, ça me paraît complètement démentiel. Comment vous expliquez ça, enfin, enfin, Positif garde cet esprit critique et garde cette liberté de ton, mais elle disparaît, plus ou moins en tout cas, cet art de la polémique, mais qui est argumenté, qui n'est pas simplement dire du mal pour dire du mal, disparaît au profit de quelque chose, des papiers plus marketing, plus en sous-titres. Enfin, comment vous expliquez ça et comment vous voyez, vous, l'avenir de la critique de cinéma? On en a parlé ici à l'occasion d'une table ronde, mais est-ce que vous avez confiance Mais dans... parce que je pense que dans la grande presse, il y a un souci plutôt d'unanimisme, de ne pas froisser le lecteur, de le garder avec soi. Et donc, par exemple, Le Monde, qui a détesté le film d'Osloon, a fait 2 pages d'entretien avec lui, un très grand portrait, accompagné d'une mauvaise critique. Mais ça veut dire que malgré tout, on se dit, bah oui, mais il y a quand même des gens qui vont aimer ce film, il y a peut-être des gens qui vont se mettre en avant en défendant le film. Donc, c'est une palme d'or. Donc, on fait 2 pages, mais en même temps, on montre qu'on laisse la critique libre de dire du mal. Mais on ne fait pas de polémique. Voilà. Alors, le corollaire, j'allais dire, de cet art de la polémique, c'est aussi, et vous aimez citer Vauvenargues, que je vais citer, moi, non pas de mémoire, mais c'est une preuve de médiocrité que d'admirer modérément. Je sais que vous aimez citer, en tout cas dans ces entretiens. Le critique, pour vous, la critique est peut-être d'abord, et aussi d'abord, un exercice d'admiration. Oui, Voilà. absolument. Moi, je préfère de loin écrire sur les films que j'aime que sur les films que je n'aime pas. Je le fais de temps en temps, mais au Masque et la Plume, je suis obligé d'être honnête et de dire ce que je pense des films en toute franchise. Mais c'est vrai que je préfère plus me battre pour défendre les films que pour les. Je suis pour la critique des beautés plus que la critique des médiocrités. Il vous est arrivé de regretter des bons mots, des critiques blessantes? Oui, j'ai été très cruel avec, par exemple, le premier film de Patrice Lecomte. Les WC sont fermés de l'intérieur. Vous n'étiez pas le seul, je crois, à l'époque. Oui. Le film était raté, mais Patrice Lecomte ensuite a fait de très beaux films. Alors je ne dis pas qu'il fallait défendre ce film en prévoyant qu'un jour il ferait de très bons films, mais dire il n'y a plus qu'à tirer la chasse, c'était un petit peu facile. Un petit peu facile. En tout cas, vous le répétez souvent et on en parlait tout à l'heure, le critique de cinéma, si on doit le définir et si on doit définir le critique tel que Positif aime le défendre, doit avoir une culture générale très solide pour aborder les œuvres. Justement, chez vous, peinture, histoire de la civilisation que vous avez enseigné, histoire de la civilisation américaine que vous avez enseigné à l'université, littérature cohabite pour mieux comprendre les œuvres. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que vous avez porté, vous n'êtes pas le seul, mais en tout cas que vous portez encore, qui est devenu assez rare, cette culture générale d'avoir l'exemple canonique vous concernant et peut-être le 18e siècle pardon, chez Kubrick. Quand on lit le livre d'entretien que vous lui avez accordé, et où il y a de très importantes illustrations, ça aussi c'est un apport que vous avez. Voilà, on comprend mieux une œuvre quand on en comprend le climat, j'allais dire, général. Oui, je crois que les rapports, je peux le dire sans vanité, assez réels que j'ai eus avec les metteurs en scène
pour les interviews, et qu'ils ont été fidèles et qu'ils ont accepté des séances pendant 10 jours, 12 jours d'entretien, comme Kazan ou comme Lozay, venait que les cinéastes que j'admirais étaient aussi des gens de culture générale. Et parce que la plupart des cinéastes anciens fréquentaient les musées, lisaient des livres, écoutaient de la musique, ce qui donnait à leur personnalité une richesse énorme, et on pouvait ensemble discuter. Kubrick, je crois, a été très trahi très souvent au début par des gens qui faisaient des entretiens, qui manipulaient ce qu'il disait, qui n'étaient pas fidèles. Donc il avait pris l'habitude d'exiger de relire les textes, mais parfois certains passaient à travers ses filets, et donc il se sentait trahi. Et donc il faut établir une confiance entre l'artiste et le critique pour qu'il accepte finalement de parler avec vous, aussi bien dans le cas de Kubrick du XVIIIe siècle, ou de la science-fiction, ou de la politique, etc. Mais je pense que cette culture générale est en voie de disparition. Les revues ont du mal. Elles ont beaucoup de mal. Enfin, le débat a disparu. J'ai terminé les mémoires de Pierre Nora qui explique très bien que le débat était fait pour des gens qui avaient une culture générale. C'est-à-dire, quand on faisait une thèse, on lisait le livre en entier. Aujourd'hui, on lit le chapitre sur Internet, si possible, qui concerne le sujet de votre thèse. On veut lire uniquement le chapitre qui concerne votre travail. Pas le reste, ce n'est pas intéressant par rapport au travail. Donc ça veut dire que les temps modernes ont disparu, le débat a disparu, Trafic a disparu. Elle va renaître d'une autre manière, la revue Trafic. Le Trafic va paraître 2 fois par an. Oui. La NRF va paraître 2 fois par an. Donc c'est quasiment la survie avec assistance. Donc, et beaucoup de grandes revues disparaissent les unes après les autres. Parce que cette culture générale disparaît aussi. Il y a un vieillissement du lectorat. Alors, le pass culture que le président de la République a établi, c'est-à-dire donner 500 € ou 300 €, je ne sais pas. Je crois que c'est 500. 500 € à tous les jeunes pour acheter ce qu'ils veulent, au lieu de les donner à l'éducation nationale qui leur ferait des cours de cinéma qui permettraient à connaître mieux les choses, parce que sans l'éducation, on ne peut pas se diriger spontanément vers un film bulgare ou vers un film uruguayen. Eh bien, on leur dit, achetez ce que vous voulez avec 500 €. Résultat, 95% des achats, c'est les mangas japonais. Ce qui est bien aussi, mais c'est pas suffisant. Et pour les places de cinéma, qu'est-ce qu'ils vont voir? Les blockbusters américains. Donc on encourage la culture de masse la plus crétinisante, et alors qu'il faudrait tout faire pour justement donner une éducation artistique aux jeunes, pour leur apprendre à aimer, à aller au Louvre, à aller lire des livres, des classiques, etc. Donc même en haut lieu, c'est encourager la non-culture. Donc comment voulez-vous ensuite qu'on croit que spontanément, les gens vont se mettre à acheter un livre de Gaston Bachelard sur l'air, ou sur le feu, ou sur l'eau? C'est impensable. Les gens, spontanément, ils vont vers les choses que leurs copains leur recommandent. Et donc, je ne dis pas ça contre les mangas, on peut lire des mangas, mais quand c'est 95% de la vente en librairie, alors les libraires sont très contents parce que ça fait du chiffre d'affaires, le gouvernement est content parce que ça montre qu'il s'intéresse aux jeunes, et qui est-ce qui perd? C'est la culture. Alors j'aimerais, le temps passe, et avant, vous aurez évidemment la parole dans le public pour converser avec Michel. Il me reste un petit peu de temps pour entrer dans votre méthode de travail. Je suis toujours intéressé par l'atelier du créateur ou du critique, avec des questions très, très concrètes pour qu'on voit une journée type de Michel Simon. Comment écrivez-vous, par exemple? J'écris très concrètement. À la main? Oui. Mais vous prenez des notes, vous préparez des fiches En général, oui, je prends des notes, je lis des choses, je revois les films. Systématiquement, vous revoyez un livre d'entretien, bien entendu, ou même quand je fais une étude. Mais j'écris plutôt rapidement ensuite. C'est-à-dire, la préparation est très longue. Ça m'arrive dans mon lit d'écrire des phrases oralement. C'est-à-dire, vous les mémorisez? Je les mémorise, je structure déjà l'article, etc. Et ensuite, l'écriture est plutôt rapide. Et donc, et pendant la projection d'un film, pas de notes, mais c'est... Si, je prends des notes pendant la projection. J'ai du mal à me relire. D'accord, oui, bon, ce qui explique peut-être parfois certaines erreurs de jugement, non? C'est possible.
Non, je vous taquine. Et pour vous lisez également toujours une plume à la main, comme disait Voltaire, c'est-à-dire les livres. On sait que vous avez une, enfin, on sait, non, tout le monde ne sait pas, mais vous avez une grande collection, en tout cas, de livres d'art. Vous êtes un grand lecteur, donc voilà, il y a toujours, vous prenez toujours des notes pour retenir telle ou telle chose. C'est des questions très personnelles ça Par m'intéresse, exemple, non, voilà, comme en tuto. général, je prends des notes, surtout quand c'est des livres théoriques, des livres de réflexion assez approfondis. Quand c'est des mémoires, par exemple, ou des récits, là je suis en train de lire un livre passionnant qui sont les mémoires de Lotte Eisner, que Pierre-Julien Marais va publier à la fin du mois d'octobre. Je pense que comme c'est des notes de lecture qui ne sont pas très longues, qui font 2-3 000 signes, je peux mémoriser assez facilement et retrouver des choses. Quand c'est des ouvrages plus théoriques, à ce moment-là, effectivement, je prends des notes. Et vous avez toujours besoin de confronter le point de vue sur un film, avant d'écrire sur tel ou tel film ou avant tel entretien, de confronter avec le comité de rédaction ou avec d'autres votre point de vue Oui, on voilà, vous avez... discute des films quand on les a vus, on en discute le dimanche. Enfin, c'est pas suffisamment long comme conversation pour nourrir vraiment une réflexion. Mais c'est vrai que Positif a un recrutement aujourd'hui assez large, avec plus de diversité de points de vue que dans les années 50 ou 60. Mais dans l'ensemble, tout de même, il se dégage à chaque réunion à 80% un consensus sur les films qui vont être portés en évidence. Mais je pense que, si vous voulez, je pense que la revue a réussi cette chose, et la programmation du forum le souligne, c'est de toujours regarder les trois périodes dont je parlais, c'est-à-dire d'être une revue qui continue à s'intéresser au passé. Dans le numéro de septembre, un dossier magnifique sur Douglas Sirk, par exemple, qui est vraiment un travail formidable et neuf, parce que le passé, c'est pas ressortir ce qui a déjà été écrit, c'est d'essayer de redécouvrir le passé, mais avec un regard différent, de s'intéresser au présent, c'est-à-dire les cinéastes Scorsese, Eastwood, Almodovar, Bellocchio, enfin les grands cinéastes d'aujourd'hui, de continuer à les suivre quand ils ne faillissent pas, quand ils continuent à être créatifs. Et puis aussi, c'est l'occasion de la programmation du forum, et aussi parier sur des premiers films. Parier, très souvent, on a mis en premier film, en couverture des premiers films, et ça a été souvent très, très productif, puisque Cavalier, Bellocchio, Pascal Ferrand, Tarantino, James Gray, enfin, James ouais, Gray ouais. et bien d'autres ont été en couverture dès leur premier film. Little Odessa, on a fait un entretien avec lui à Venise, tout de suite après son premier film, qui a été remarqué, mais pas énormément. C'est vrai que vous pouvez profiter de la plupart des films et des cinéastes qu'on vient de citer, et c'est une idée que l'on vous doit, de cette rétrospective au sens propre, c'est-à-dire revenir vraiment sur le spectacle du passé avec ces premiers films qui ont fait la couverture de Positif et dont on peut en voir ici Je une trouve que ça trentaine. montrait que la revue était portée vers l'avenir, mais évidemment, on aurait pu faire une programmation peut-être qui aurait attiré plus de monde, parce que là, il faut avoir le goût de la découverte et de l'inconnu, et de nous faire confiance pour essayer de découvrir tous ces films. Pourquoi Bodhidharma est-il parti vers l'Orient, dont nous montrons d'ailleurs non pas une version de 3 Demain, heures, mais une version de 2 heures, 2 heures et quart. on vérifie, mais oui, je pense qu'il y a une version Director's Cut en vidéo, c'est ce que nous disait Bin qui présente le film demain, et nous on présente la copie 35 mm, donc il y a peut-être une petite erreur sur la durée du film, n'ayez pas peur, il fait 2h17, très Voilà. exactement, et non pas 3 Mais heures. on aurait pu faire une programmation beaucoup plus classique avec les grands totems de positif, c'est-à-dire Alain Resnais, Claude Sautet, Maurice Pialat, Clint Eastwood, Scorsese, Coppola, Francesco Rosi. Enfin, il y a une récupération de Salvatore Giuliano parce qu'il y a des copies qu'on ne pouvait pas avoir. On a complété par 3 ou 4 films qui ne sont pas des premiers films.
Mais évidemment, Fellini, Antonioni, tous ces gens qu'on a accompagnés depuis leur début, ou Bergman, ou d'autres. Donc ça aurait été un autre type de programmation. Ou alors de montrer des classiques des gens anciens comme Pabst, comme Murnau, comme Fritz Lang, etc. Pour approcher, avant de vous passer la parole, j'aimerais aussi vous interroger sur... il y a un moment très intéressant dans le cinéma en partage, les entretiens avec Bean, c'est quand vous parlez des 7 vertus cardinales du critique. J'aime beaucoup, enfin, c'est quasiment comment devenir un bon critique. Il faut en avoir le talent, bien sûr. Donc je les rappelle simplement, l'information, l'analyse, le style, la passion, la curiosité, la hiérarchie du jugement et le coup d'œil. Voilà. Ça, il faut les réunir, les 7, pour être un critique. Oui, d'ailleurs, ce livre date de plusieurs années, mais je Vous ne êtes toujours changerai pas. d'accord? Vous ne Je changez pas changerai d'avis? pas. Par exemple, si on s'arrête sur oui, la hiérarchie du jugement, qu'est-ce que vous entendez Ah par ben ça? ça, c'est très important, la Oui. hiérarchie. C'est ce que je dis. C'est ce dont Chabrol se moquait. Pas, il se moquait pas de la hiérarchie, il défendait la hiérarchie. Il disait c'est le plus grand film que j'ai vu depuis la semaine dernière. Et ça, vous le lisez pas comme ça, parce que c'est le ridicule qui tue. Mais le nombre de gens qui disent c'est un des plus grands films que j'ai jamais vu, toutes les semaines, vous avez des plus grands films que j'ai jamais vus. Bon, on peut modérer aussi son admiration. L'admiration n'est pas donnée à tout bout de champ à propos de n'importe quoi. Oui, c'est ce qu'on remarque aussi sur les affiches de cinéma où on a 2 ou 3 chefs-d'œuvre passionnants, bouleversants, coup de poing, une claque par semaine. Enfin, c'est ça. Comment voyez-vous, alors c'est toujours difficile de se prononcer, mais comment voyez-vous l'avenir de la revue et plus largement du cinéma dans un monde, on le sait, on le vit ici au Forum, dans les salles, dans un monde qui a changé avec la pandémie, en tout cas avec l'arrivée des plateformes, etc. On sent qu'une mutation est en train d'opérer. Donc comment vous voyez l'avenir de Positif et son rôle dans ce nouveau monde en recomposition? Ben, je dois dire que l'évolution du cinéma nous confirme dans la volonté de poursuivre notre travail. Ne pas essayer de plaire à tout prix à un public imaginaire qu'on ne connaît pas et qui d'un seul coup se mettrait à lire Positif parce qu'on a choisi de parler des ch'tis. Bon, d'abord, on en parlerait très mal. Et je pense que ça nous confirme, même si c'est un combat difficile. Et c'est pour ça que on souhaite évidemment que les gens témoignent d'une certaine fidélité, s'abonnent, participent à la vie de la revue. Et déjà, les avant-premières du forum sont tout de même très encourageantes, puisque à chaque fois, le public nous fait confiance, parce que quand on voit 350 personnes venir le soir pour voir un film dont parfois ils ne connaissent rien, c'est plutôt un témoignage de fidélité et de confiance. Alors, on espère aussi qu'ils continueront à... Alors, il y a bien sûr beaucoup de jeunes qui lisent Positif, il y a beaucoup de jeunes collaborateurs. Je ne veux pas du tout faire des distinctions de génération. Bien sûr, il y a des jeunes très curieux et qui sont même parfois plus... par exemple, quelqu'un comme Noël Herbe, que j'admire beaucoup, qui est voilà, encore un écrivain de grande valeur, quand il est arrivé à Positif, Emmanuel Carrère aussi. Emmanuel Carrère m'a souvent dit j'étais à Positif parce que c'est une revue qui parlait du nouveau cinéma américain dans les années 70, alors que les cahiers étaient gagnés au bataillon féminin rouge et à quelques films de Godard et de Straub. Et il avait envie d'autre chose. Noël Herpe, il est arrivé à Positif et on a vu que ses goûts littéraires, c'était Julien Green, c'était François Mauriac, c'était des écrivains des années 30, qu'on pourrait dire des classiques qu'on ne lisait plus beaucoup. Mais justement, je pense que les jeunes aujourd'hui qui lisent Positif ou qui ont envie d'écrire à Positif, ils ont un tempérament encore plus trempé que notre génération. Parce que ça suppose une volonté intellectuelle, une volonté morale de résister à la démagogie, de résister à la liquidation des valeurs, qu'il faut avoir un tempérament très trempé pour justement maintenir cette ligne et avoir des goûts parfois qui peuvent paraître complètement différents. Et c'est pas pour rien que Noël Herpe est aujourd'hui un très très bon écrivain. Dernière question, j'aimerais vous faire réagir.
La disparition de Jean-Luc Godard récente, qui est vous le disiez, Godard, le point aveugle de Positif. Les relations avec son cinéma sont plus nuancées qu'on ne le dit et complexes, la relation de Positif avec ce cinéaste. Mais on a pu lire et entendre que voilà, avec lui disparaissait quelque chose et pratiquement le cinéma était mort avec Jean-Luc Godard. Comment vous pourriez, quand Écoutez, vous avez appris sa mort, voilà, je pense, quel je ne veux était... pas me dissocier des années 60 et 70. Moi-même, j'ai été un des premiers à écrire du bien d'une femme mariée, je crois, au Festival de Venise. Parce que quand je suis revenu d'une année d'études aux États-Unis, j'ai rattrapé les films que je n'avais pas vus, c'était en 1960. J'ai donc 50, oui, 60. J'ai rattrapé les films, ou 59. J'ai rattrapé les films que j'avais ratés. Et donc j'ai vu coup sur coup Les 400 coups, que j'ai trouvé un très joli premier film qui ne changeait pas grand-chose à ma conception du cinéma ou à l'évolution du cinéma. Un film très réussi, très sensible sur un enfant. Voilà, j'ai trouvé ça vraiment bien. Ensuite, j'ai vu À bout de souffle que j'ai trouvé très original, mais pas du tout le film qui révolutionne tout le cinéma mondial. J'ai trouvé que c'était plus original que le film de Truffaut, que c'est prometteur. Et puis j'ai vu un film qui m'a bouleversé, que j'ai trouvé une révolution. Et comme par hasard, c'est un film qui n'est mentionné dans aucun article sur la mort de Godard, qui est Hiroshima, mon amour. Pour moi, Hiroshima, mon amour a reculé les frontières du cinéma narratif beaucoup plus que À bout de souffle et encore beaucoup plus que les 400 coups. Et René m'a paru à l'époque, avec Muriel, avec Marion Bad, comme un inventeur de formes, comme Eisenstein ou comme Murnau, c'est-à-dire vraiment un révolutionnaire. C'est pas pour rien qu'il a été complètement escamoté à la mort de Godard. On n'en a pas parlé du tout. On a dit, on a reculé, ils ont reculé la nouvelle vague, toutes les limites du cinéma. Ça me semble complètement faux. Pour moi, qui ai vécu cette époque quand j'avais 20 ans, le grand cinéma novateur, c'était le cinéma italien. Les grands films, c'était pas du tout le Beau Serge, c'était pas du tout le Cygne du Lion, c'était même pas les 400 coups, c'était les grands films italiens. Quand j'ai vu L'Avventura, quand j'ai vu La Dolce Vita et 8 et demi, quand j'ai vu le Salvatore Giuliano, j'avais vraiment l'impression de voir des films absolument géniaux. Mais je crois que la grande force de la nouvelle vague, qui a du talent, bien sûr, il ne s'agit pas de diminuer, c'est que quand on a 20 ans et qu'on voit À bout de souffle, on se dit « je peux le faire ». Je peux le faire. Quand on voit les 400 coups, on dit « je peux le faire ». Quand on voit 2001, l'Odyssée de l'espace, on ne dit pas « je peux le faire ». Quand on voit Citizen Kane, on ne dit pas « je peux le faire ». Quand on voit l'Aventura, on ne dit pas « je peux le faire ». Et je pense que la grande force de la nouvelle vague, c'est d'avoir ouvert les portes à des tas de jeunes qui se sont dit « je peux y aller ». Et certains ont fait des très beaux films. Je pense à Skolibowski, par exemple, qui est un disciple de la nouvelle vague, qui a fait de très grands films. Polanski n'était pas du tout un disciple de la nouvelle vague, il a fait de très grands films aussi. Lui, s'était inspiré par Laurence Olivier, par Carol Reed et par Wells. Mais il a fait des chefs-d'œuvre. Donc il n'y a pas de règle. Mais ce que je pense que la grande force, la popularité de la nouvelle vague, ça vient de ça. Ça vient le fait qu'on avait le sentiment qu'on pouvait faire un peu la même chose avec quelques comédiens, avec pas de scénario, un scénario à peine écrit comme Godard, par exemple. Et puis voilà. Et donc, et ensuite, effectivement, la mort de Godard a suscité des articles, des titres. Par exemple, un confrère a titré La mort de Dieu. La mort de Dieu. C'est une traduction approximative de son nom. Voilà, ça me paraît un peu excessif, vous comprenez ? Ça me paraît légèrement excessif. Je pense que Godard avait du talent. Il a eu du talent beaucoup dans les années 60. Ensuite, il en a eu à nouveau un peu au début des années 80. Ses films de propagande avec le groupe Dziga Vertov sont scandaleux, scandaleux vraiment dans le mépris pour la démocratie, la haine, l'antisémitisme, la moquerie à l'égard des Tchèques dans Pravda, par exemple, où il se moque de Vera Chytilova en suggérant que l'armée russe est entrée à juste titre parce que finalement les Tchèques voulaient rétablir le capitalisme par passion pour l'Amérique. Enfin, tout cela est répugnant. Donc, je ne peux pas dire on critique Céline, on peut critiquer Godard. Je pense que c'est un homme qui a été énormément important dans l'histoire du cinéma, qui a eu une influence, mais je ne pense pas du tout qu'il ait bouleversé le cinéma. Je ne pense pas du tout que le cinéma après Godard n'avait plus aucun rapport au cinéma avant Godard. Je pense que la plupart des films aujourd'hui
sont marqués peut-être encore plus par Piala ou par Antonioni ou par Resnais ou par d'autres. Je ne pense pas du tout que le cinéma de Godard imprègne toute la nouvelle génération du cinéma mondial. Alors peut-être avez-vous envie de réagir sur Godard ou sur d'autres choses ou des questions, des micros peuvent passer dans la salle et circuler dans la salle. Est-ce que vous avez des questions ou des réactions? Là-bas, si je vois bien, parce qu'avec la lumière, on ne voit pas. Bonjour, merci pour votre témoignage. Je suis juste là. Quand vous analysez un film, est-ce que vous avez un modus operandi que vous répétez à chaque film, une structure d'analyse que vous répétez à chaque film, ou c'est quelque chose qui varie selon les films? Non, j'ai pas de grille de lecture. Je me suis toujours méfié des théories de la critique, d'aborder un film uniquement sur un... Chaque film demande une lecture différente. Il y a des films qui se prêtent beaucoup plus à une lecture psychanalytique, il y a d'autres films qui se prêtent plus à une lecture politique. Ce qui est important, c'est la mise en scène. La mise en scène, elle, effectivement, est très difficile à définir parce qu'on peut admirer des films de mise en scène extrêmement différentes. Il y a eu une vogue du cinéma lent, ce qu'on appelle le cinéma lent, des plans qui durent 10 minutes, sans qu'il se passe rien, etc. Bon, ça a pu produire parfois des films très intéressants, mais parfois aussi des films très ennuyeux. Donc je ne crois pas du tout qu'il y ait des formules. Je pense que parfois les jeunes adorent avoir une clé en main, c'est-à-dire d'avoir un professeur qui leur dit, voilà, vous appliquerez la sémiologie. Tous les films, vous ferez une lecture sémiologique. Donc on pense avoir trouvé la formule. Je pense que la critique, comme l'art lui-même, c'est beaucoup plus individuel. C'est beaucoup plus l'expression d'une réflexion indépendante et individuelle sur une œuvre d'art. Et tous les moyens sont bons il suffit d'être un minimum d'intelligence et de culture pour mettre en rapport les choses et pour les analyser. En tout cas, je ne crois pas du tout à une lecture marxiste ou à une lecture psychanalytique exclusive. Je pense que tout est utile pour comprendre un film. Merci beaucoup. Une autre réaction, commentaire ou question? On a là-bas de l'autre côté de la salle. C'est bon, il y a un micro qui... Bonsoir. En fait, j'ai une question qui concerne un peu votre programmation. Je suis là. Difficile à voir avec la lumière. Vous pouvez peut-être vous lever 2 minutes juste pour voir. Oui, je vous vois, je vous entends et je vous vois. Merci. Donc, bonsoir. C'est pas directement sur la façon dont vous travaillez, mais une question qui concerne la programmation. Donc, évidemment, vous ne pouvez pas tout projeter. Concernant le cinéma italien, bon, j'ai vu Salvatore Giuliano, que je n'avais jamais vu, donc un magnifique film, mais je suis un peu déçue, pas d'Ettore Scola, j'ai pu en voir 3 récemment dans une salle du quartier latin, et puis Nanni Moretti, qui pour moi me semble des cinéastes extrêmement intéressants et très actuels, l'un comme l'autre. Voilà, donc c'est pas directement sur votre... c'est sur le choix. Peut-être vous ne les avez jamais mis en... Voilà, bon, c'est tout. Merci. Écoutez, madame, d'abord, la programmation, la décision a été prise que c'était les premiers films qui avaient fait la couverture de Positif. Alors, vous avez cité 2 exemples très bons, parce que Ettore Scola a fait des premiers films d'une très grande médiocrité. Vous ne les avez pas vus. Moi, j'adore Scola. Il a fait des films merveilleux. Une journée particulière est un très grand film. Nous nous sommes tant aimés est un très grand film, mais c'est le 7e ou le 8e film de Scola. Au départ, Scola était un scénariste. Il n'était pas, comme Comencini ou Dino Risi, un pur cinéaste, qui étaient eux-mêmes des scénaristes d'ailleurs, mais qui avaient un sens du cinéma dès leur premier film. Par exemple, Bellocchio, Les Poings dans les poches, c'est un des grands films des années 60. Donc on ne pouvait pas mettre en couverture un film de Scola parce que nous avons appris à aimer Scola progressivement au fur et à mesure qu'il s'épanouissait en tant que cinéaste.
Moretti, c'est un peu le même problème. C'est-à-dire que les premiers films de Moretti étaient sympathiques, c'était bricolé, c'était tout à fait sympathique, encore une fois. Mais c'est plus tard que Moretti a fait des films qui nous ont vraiment séduits totalement pour les mettre en couverture et pour l'interviewer. Donc voilà deux cinéastes italiens, alors que Salvatore Giuliano, qui n'est pas d'ailleurs le premier film de Rosi, là, je l'ai dit, c'est une programmation un peu exceptionnelle pour remplir les trous que nous avions parce que nous n'avions pas toutes les copies des premiers films que nous souhaitions. Mais Salvatore Giuliano, c'était pour nous un film extraordinaire. D'ailleurs, le premier film de Rosi, qui était La Sfida, le défi, et le deuxième, qui était Magliari, Profession Magliari, étaient déjà deux très bons films, mais plus dans un registre à la Jules Dassin ou à la Kazan, très influencé par le cinéma américain, des films politiques très, très rigoureux, mais néanmoins dans une forme qui n'était pas vraiment nouvelle. Le Salvatore Giuliano était effectivement une forme révolutionnaire. Et nous avons suivi le travail de Rosi pendant toute sa vie. Voilà, si j'ai répondu à votre question. J'entends pas. La messe est finie, on parle de La messe est finie, qui est un beau film selon Madame. Mais donnez le micro, il n'y a pas de micro. Essayez de faire court pour qu'on puisse ensuite passer la parole à monsieur. Il m'apparaît juste que La messe est finie, je ne sais pas exactement lequel, et même Palombella Rossa. Oui, mais tout ça, madame, ce sont des films ultérieurs. Je vous ai dit, on parlait, la programmation du forum, c'est les premiers films. Oui, j'ai compris que c'était les premiers. Je ne vais pas répéter, Moretti a fait quelques films sympathiques, un peu moyens dans la forme, mais on voyait bien qu'il y avait un regard original. C'est comme les premiers films de Woody Allen. C'est pas Manhattan, c'est pas Annie Hall. Les premiers films de Woody Allen, on découvrait un homme extraordinairement talentueux dans le dialogue, etc. Mais on n'aurait jamais pensé mettre en couverture les 2 ou 3 premiers films de Woody Allen. Donc j'ai répondu à votre question. Tout à fait, parce qu'en fait, effectivement, ça éclaire beaucoup mieux la politique de la revue positive. On aurait pu mettre en couverture le Chronique d'un amour, le premier film d'Antonioni, qui est déjà de la perfection même, ou Ossessionné de Visconti, qui est déjà la perfection. Oui, magnifique. Voilà. Oui, plus classique dans un sens. Okay, merci beaucoup. Merci. Monsieur, s'il vous plaît, oui. Vous avez un micro. Oui, bonsoir. Je profite du fait qu'on parle des premiers films pour citer celui de Stanley Kubrick, qui, semble-t-il, a été renié par son auteur lui-même. Donc je voulais savoir pourquoi il avait rejeté un petit peu son premier film, et si vous avez une opinion personnelle. Vous parlez de Fear and Desire. Oui, voilà, c'est ça. Qui a oui, récemment été réédité Fear and Desire est un film embarrassant de la part dans la bouche de Kubrick lui-même. Il avait 23 ans ou 24 ans. Il a écrit le scénario lui-même avec un ami. Il est embarrassé quand il a vu le film qui est sorti, qui a été un échec. Donc il a refusé qu'on le montre. Bon, on peut discuter ça. Pourquoi ne pas montrer aussi Fear and Desire ? Mais on ne peut pas imaginer, quand on voit Fear and Desire, que ça va être un des plus grands cinéastes de l'histoire du cinéma. On ne peut pas l'imaginer. C'est un film très, très, très faible, avec des idées intellectuelles, mais qui restent intellectuelles, des comédiens qui sont pas mal, mais bon, on peut se dire à 23 ans, c'est étonnant d'avoir fait ça, peut-être, c'est possible. Mais à aucun moment, je comparais Fear and Desire avec les premiers films de Lozay, par exemple, Le garçon aux cheveux verts, ou avec Les Amants de la nuit de Nicolas Ray, ou avec Citizen Kane d'Orson Welles. Il y a des gens qui mettent du temps. Bergman a mis du temps à faire les premiers films de Bergman. Personne n'aurait pensé que c'était les plus grands films de l'histoire du cinéma. Merci. D'autres questions? Non. Ici? Bean. Ouais. Mais c'est Bean, donc ça va être une question polémique, non? Non, pas du tout polémique, mais juste pour terminer pas pour terminer, mais pour poursuivre un petit peu sur Godard, puisque en fait Michel s'est arrêté un peu brusquement, mais Michel a rencontré Godard, donc
Et Godard connaissait Michel, et Godard a été interviewé dans Positif. Donc, est-ce qu'on peut juste préciser dans quelles circonstances cette rencontre ou ces rencontres ont eu lieu? Oui, les histoires du cinéma, ce film Fleuve, où Godard donne sa pensée sur le cinéma avec des fulgurances, comme souvent chez lui, et aussi avec des contre-vérités, comme souvent chez lui. On avait envie vraiment de dialoguer avec lui. Et Godard a des rapports curieux avec Positif. Quand on l'a interviewé, par exemple, il a dit ah, mais dans Le Monde, le compte-rendu de mes 4 volumes chez Gallimard, Histoire du cinéma, c'est Jean-Michel Frodon qui a fait le compte-rendu. C'était pas pour lui que je voulais qu'il y ait un compte-rendu, c'était Philippe Dagen, le critique d'art. Alors qu'on sait que Frodon est un adorateur de Godard, qu'il dit partout que c'est le plus grand cinéaste de l'histoire de l'art, et qu'il a changé tout le cinéma, etc. Donc il mord la main qui le nourrit. Godard aime bien ça, il aime bien le... par exemple, dans les cahiers du cinéma, un jour, il a tenu son bloc-notes, il parlait d'un mois en 66, je crois, et il a écrit « J'ai lu l'article magnifique de Roger Tailleur sur Harper, détective privé de Jack Smythe avec Paul Newman. Quel beau texte. Pourquoi on n'écrit plus des textes de cette qualité dans les cahiers ?» Bon, il a écrit ça dans les cahiers. Vous voyez, je ne dis pas que c'est vrai, parce que l'article était très beau, mais les cahiers publiaient de très beaux textes aussi. Mais c'est tout à fait typique de Godard. Je crois qu'il a souffert aussi de ses admirateurs. Il a souffert. Je pense que profondément, Godard, en fait, quand il était critique, il adorait les films populaires. Il adorait Nicolas Ray, il adorait Fritz Lang, il adorait Capra, il adorait tous ces gens-là, King Vidor. Et aujourd'hui, il sait qu'il faisait des films pour le Festival de Cannes, le Festival de Venise, pour une vingtaine de milliers de spectateurs en France, maximum, alors qu'avant, lui, en tant que critique, aimait les films qui atteignaient le public, comme lui l'a fait quand il faisait Le Mépris ou Pierrot le Fou, où il y avait des centaines de milliers de spectateurs. Et je pense que ça a créé chez lui une profonde amertume de découvrir qu'il n'était plus un cinéaste que pour les critiques et pour les festivals, et qu'il avait perdu ce contact, et que la plupart des très grands metteurs en scène ont toujours eu du public. Renoir a eu du public, Fritz Lang a eu du public, Kubrick, n'en parlons pas, John Ford, Hawks, Visconti, Rossi, Fellini, ils ont tous eu du public, Bergman, etc. Ils avaient des centaines de milliers de spectateurs dans le monde entier. Je pense que Godard a souffert de ça. Peut-être qu'il ne pouvait plus faire autre chose que ce qu'il faisait, mais je pense qu'il est devenu un cinéaste de musée. Et Bin, vous interrogez sur la rencontre et l'entretien en tant que tel. Oui, l'entretien, ça s'est très bien passé. On avait 3/4 d'heure d'entretien, ça a duré 3 heures. Et à un moment, je lui ai dit, Monsieur Godard, excusez-moi, mais je dois partir, j'ai une projection. Il a dit, Simon, rend l'antenne. Voilà. Il était charmant. Et puis je vais vous raconter peut-être une petite anecdote un peu longue, mais qui est très amusante. J'étais à Ascona pour une table ronde, après que Godard ait fait Le Roi Lear, produit par Menahem Golan et Globus, un film peu connu, pratiquement inconnu, Le Roi Lear. Et on discutait donc du cinéma. Alors Godard a commencé la conversation. Il y avait Freddy Buach, le directeur de la Cinémathèque suisse. Il y avait Maurice Dehaden, le président du Festival de Berlin. Il y avait Théo Angelopoulos. Il y avait moi et il y avait Godard. Et Godard a commencé à dire il y a 2 types de films, les films de et les films par. Alors les films de, c'est les films d'auteur qui reflètent l'univers d'un metteur en scène, son univers, son style, etc. Et puis il y a les films par, où quelqu'un fait un film, et voilà, et le suivant, c'est autre chose, c'est complètement différent, etc. Je lui dis, Monsieur Godard, est-ce que vous permettez que j'applique votre théorie à vous-même? Vous avez fait Le Roi Lear. Bon, il y a plusieurs Rois Lear qui sont des adaptations de Shakespeare, on n'en parle pas. Kozintsev, Peter Brook, ils filment la pièce. Bon, donc c'est Shakespeare filmé. Mais prenons 2 œuvres très originales à partir de la légende du Roi Lear. Il y a Le Roi Lear de Godard et Le Roi Lear par Shakespeare. Pourquoi Le Roi Lear de Godard? Parce que si vous regardez Le Roi Lear de Godard, vous êtes tout de suite chez Godard. Il y a les mouettes sur le lac Léman,
Il y a Woody Allen qui intervient, les voix se superposent, le montage est cut. On reconnaît au bout de 5 minutes, on est dans votre cinéma tel que vous le faites depuis quelques années, depuis une quinzaine d'années. Voilà. Tandis que Le Roi Lear, c'est évidemment par Shakespeare, parce que quel rapport il y a entre La Mégère apprivoisée et Hamlet, entre La Tempête et Henri V? Il n'y a aucun rapport entre toutes ces pièces. Ce sont vraiment des pièces par Shakespeare. Voilà, donc silence. C'était en Suisse. En Belgique, les gens auraient ri. En Suisse, après, ils m'ont dit, on n'a pas compris très bien votre intervention. Bon. Et Godard, par contre, a très bien compris, puisqu'il m'a invité à déjeuner. Et il paraît qu'il invite pratiquement jamais à déjeuner les gens. Il m'a invité à déjeuner. La première question, c'est comment va la santé de Benayoun, qui était son ennemi numéro 1, c'est son Moriarty. Et il a dit, comment va... Il paraît qu'il a eu une attaque, est-ce que ça va mieux, etc. Puis après, on a parlé pendant 2 heures de cinéma, on a parlé de Boris Barnett, on a parlé du cinéma russe, etc. Voilà, ça c'est vraiment typiquement Godard. Et je pense vraiment, effectivement, que le modèle, c'est plutôt Shakespeare. Merci. Une question tout là-haut, qui sera, on va dire, l'avant-dernière question. Préparez-vous ensuite. Bonsoir, bonjour, ça tombe bien, je m'appelle Ophélie Berthou. Ma question, c'est de savoir quel est votre film préféré et pourquoi. Je ne réponds pas. Déjà, donner la liste des 10 meilleurs films de l'année, c'est déjà un casse-tête chinois. Alors, mon film préféré, je ne l'ai jamais fait, je n'ai jamais dit mon film préféré. J'ai une vingtaine de titres, peut-être, entre lesquels je pourrais choisir. C'est déjà énorme, 20 titres sur des millions de titres. Mais excusez-moi de ne pas vous... Dans les 20 dernières années, par exemple, c'est ça la question complémentaire? Les 20 dernières années? Ouais. L'un des films qui vous a le plus marqué, peut-être, ces 20 dernières années? Beaucoup de films m'ont marqué depuis 20 ans. Il n'y aura pas de réponse. En dehors du Roi Lear, hein, bien sûr. Par exemple, des films de metteurs en scène qui sont apparus depuis 20 ans. Par exemple, je dirais Burning, de Lee Jang-dong, film coréen, qui est peut-être le plus grand cinéaste coréen, même s'il y en a d'autres très bons aussi. Peut-être un film de Nuri Bilge Ceylan, le metteur en scène turc, presque tous. Et peut-être un film de Zviagintsev, le cinéaste russe, et un film de Paul Thomas Anderson aux États-Unis, comme le film sur la mode, là, Phantom Thread. Hein. Phantom Thread. Mais voilà, je cite ces noms comme ça parce que vous me posez la question. C'est déjà une bonne réponse, oui. Et donc, ce sera la dernière question, monsieur. Voilà. Bonsoir, merci pour ce moment passé avec nous. Je voulais revenir sur l'éducation à l'image. Je suis d'accord avec vous, c'est un des terreaux les plus importants en ce moment pour amener la jeunesse devant des films. Moi-même, je donne des ateliers des fois pour des collèges ou des lycées et je voulais savoir si vous aviez un conseil justement pour les collégiens et les lycéens, comment présenter, comment introduire des films classiques qu'ils n'iraient pas forcément voir, qui pourraient juger d'un premier regard très ennuyeux ou trop intellectuel pour eux. Comment vous, qui avez cette habitude des ciné-clubs, vous me conseilleriez ou vous nous conseillerez tous de parler de ces films pour leur donner envie de les voir? Si j'ai compris votre question, moi je dois beaucoup aux revues de cinéma. Je dois vous dire... le goût du cinéma m'est venu des films, mais presque autant du commentaire sur les films. Et de confronter ce que moi je pensais et ce que je trouvais en lisant les cahiers ou en lisant Positif. Si je me suis orienté vers Positif, c'est parce que c'est une revue de gauche qui correspondait à ma culture politique, à ma culture artistique, à ma culture, comme je l'ai expliqué au début de cette séance. Mais je lisais aussi les cahiers, et je lisais avec autant de plaisir Rohmer et Truffaut que Benayoun et Tailleur, qui étaient des gens qui écrivaient bien et qui parlaient avec amour du cinéma. Je pense qu'on ne peut passer que par des intermédiaires. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Michel. Et donc, on attend le numéro 741
de la revue Positif à paraître en octobre. Il est arrivé aujourd'hui. Alors, vous ne serez pas étonné que... Quelle est la couverture, c'est la question. Ouais. C'est le film d'Östlund, évidemment, sans filtre, qui fait la couverture. Et vous verrez l'intelligence et je pense aussi la satire. Je crois que le film déçoit parce qu'il y a très peu de films satiriques aujourd'hui et il y a très peu de films imaginaires aujourd'hui. Un film qui combine la satire et l'imaginaire, de nous embarquer, si j'ose dire, puisqu'il s'agit d'un bateau, et en même temps, peut-être la façon dont, comme René d'une autre façon, comment Östlund dialogue avec le passé du cinéma. La première partie, c'est Scènes de la vie conjugale. La deuxième, c'est Elana Veva. Et la troisième, c'est Robinson Crusoe de Buñuel. Voilà, comment il dialogue avec des grands cinéastes et comment il apporte sa contribution au cinéma mondial qui mérite beaucoup mieux que l'accueil qu'il reçoit aujourd'hui. Merci à vous, merci Michel.